Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec invité. Cette fois-ci, je suis accompagné de David de Film Talker, de la chaîne David de Film Talker. Merci d'être là, c'est cool. Écoute, merci beaucoup de me recevoir dans ton fond vert. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. J'ai envie de changer un peu le concept de ces vidéos. J'ai envie de ramener des invités ici pour parler des œuvres qui les ont marqués. De tes films, de tes séries préférées. Ouais. Et on va juste parler de ça. Il y aura d'autres sujets par la suite aussi. Mais j'ai vraiment envie qu'on te découvre par rapport à tes films, que tu nous parles un peu des chefs-d'œuvre qui ont marqué ta vie, des séries qui t'ont bouleversé. Et je te laisse la parole. Commencer avec un premier film, par exemple. Un premier film, bah écoute, mon film préféré, c'est exactement le même que celui de Johnny Hallyday, à savoir Massacre à la tronçonneuse. Donc ce film, je l'ai découvert, j'avais à peu près 7 ans. Non, je plaisante, hein, je déconne évidemment. Non, mais il est bien, parce que non, oui, j'aime beaucoup, hein, j'adore, mais ça m'a toujours fait rire quand on a posé cette question à Johnny Hallyday, qu'il a répondu du tac au tac, Massacre à la tronçonneuse. Mais bon. C'est que c'est bizarre. Chacun ses goûts. Hein. C'est une rockstar après. Oui, voilà, c'est ça. Et puis voilà, les années 70, lui, il vient un peu de cette époque, donc forcément. Non, alors mes films, donc tu veux connaître mes films préférés ? Vraiment mes films préférés. Si je devais te faire une sorte de top 5, je dirais qu'il y aurait à l'intérieur 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais. Alors pourquoi 2001 l'Odyssée de l'espace ? Parce que quelque part, pour moi c'est plus qu'un film, c'est une expérience métaphysique. C'est presque entre le film et le documentaire. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a aucun film qui arrive à la hauteur de ce qu'a réalisé Stanley Kubrick en termes de science-fiction. Tout le monde d'ailleurs se réfère toujours à 2001, tout le monde compare les grands films de science-fiction qui ont marqué l'histoire du cinéma, toujours avec 2001 l'Odyssée de l'espace, mais sans jamais vraiment l'égaler. Et ouais, c'est un film pour moi qui ne vieillit pas, c'est un film voilà, qui a été réalisé en 68. Encore aujourd'hui, quand on le regarde, en plus en 4K, le film pour moi n'a pas pris une ride. Je ne sais pas comment ils ont fait ce film à l'époque pour que le film traverse les années sans jamais vraiment vieillir. Et donc voilà, c'est un film qui est absolument parfait pour moi en termes, d'un point de vue technique et aussi stimulant intellectuellement sur le fond, sur ce que ça raconte, sur l'histoire de l'humanité, sur les questions que ça te pose, les questions qui continuent de t'interroger, même après avoir vu le film plusieurs fois. Voilà, c'est un film qui est absolument fascinant, moi, que j'ai découvert assez tard finalement dans ma vie. Enfin, je l'ai découvert, j'avais 17 ans. C'est pas le premier Kubrick que j'ai vu, donc, mais quand je l'ai vu à la télé, j'ai été vraiment happé par hypnotisé par le film de bout en bout et il a fallu tout de suite que je le revoie. Je l'ai acheté en cassette, en DVD, en Blu-ray, en 4K. Enfin bon, voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que déjà tout le monde est d'accord pour dire qu'Interstellar c'est mieux que 2001. D'accord, pas de problème. Je pense que Nolan, si tu lui dis ça, il te met une tarte déjà. Mais c'est marrant que tu dises 17 ans parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des jeunes, qui regardent 2001 et le truc qui revient souvent, parce que moi j'en ai parlé de 2001 sur la chaîne, sur les réseaux et tout, le truc qui vient souvent c'est « Oh, c'est long, c'est chiant, il se passe rien. » C'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Non mais oui, je vais pas mentir, je vais pas dire que c'est un rythme effréné. Non, c'est un rythme effréné, mais il se passe beaucoup de choses. Il se passe évidemment. Ouais. En fait, c'est que il se passe pas beaucoup de choses entre guillemets en termes de, à l'écran, tu vois, en termes d'action évidemment, mais il se passe beaucoup de choses. En fait, il se passe beaucoup de choses dans ta tête. En fait, quand tu regardes le film, moi, je suis totalement happé. Après, il faut se laisser un peu, pas bercer, mais il faut accepter ce rythme, c'est vrai. Ouais. Mais après, il faut être aussi intéressé par toutes ces questions un peu existentialistes. Et toutes ces questions un peu de science-fiction. Ouais, mais c'est vrai que ces questions existentialistes n'arrivent pas tout de suite dans l'œuvre, parce que durant toute l'œuvre, tu sais pas de quoi parle l'œuvre. Tu dis, ok, c'est l'homme contre la machine, contre l'IA, mais c'est pas, sans spoiler évidemment, c'est pas vraiment ça le but de l'œuvre. Oui, surtout le début. Surtout le début, et surtout quand tu comprends la fin, que tu vois le rapport avec le début et comment on raconte l'histoire. Mais c'est vrai que je pense que c'est un film, si t'es pas habitué à ce genre de film, c'est pas facile de se mettre dedans. Et surtout, je pense que c'est bien de le découvrir en salle celui-ci. Parce que aujourd'hui, si tu le mets devant 2001, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir leur téléphone, qui auront parce que en fait, déjà, tu vois que c'est un film qui est fait pour le cinéma parce que c'est en termes d'échelle. Et tu parlais de ça, mais c'est assez marrant à quel point les effets spéciaux ont bien vieilli, au fait. Parce qu'il y a quasiment que des décors pratiques. Il y a quelques séquences d'effets spéciaux, mais les vaisseaux sont incroyables, avec l'une des transitions les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Et ça n'a pas du tout vieilli, quoi. C'est ça qui est fort, parce qu'ils ont tout fait presque en dur, t'as l'impression. Et ça qui est impressionnant. Mais ils ont tout fait en dur, hein. Ils ont tout fait en dur. Ouais, mais je pense que ce qui est le plus intéressant,
c'est que pour les gens qui l'ont pas vu, surtout qui veulent le découvrir, pour comprendre à quel point c'est un grand film, c'est bien de le voir chez soi, mais s'il y a une séance cinéma, pour le découvrir, je pense que c'est top, parce qu'en termes d'immersion, j'ai un peu peur que les gens aujourd'hui se disent, bah voilà, il se passe un peu rien. Et le gros souci aussi de 2001 aujourd'hui, c'est que il a été tellement influent que je pense que les gens qui ont vu d'autres films de SF par la suite, ils vont être moins marqués par les visuels ou l'image, parce que ça a tellement été repompé. C'est un peu le souci des classiques, c'est qu'on les a vus 1000 fois après, quoi. Oui, ils ont inspiré quand tu beaucoup. vois, oui, bah même juste pour parler d'Interstellar, mais c'est tellement une grosse inspiration. Pour, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve que malgré tous les films qui ont essayé peut-être un petit peu de s'inspirer ou d'émuler 2001, je trouve que le film de Kubrick, il reste assez unique et assez singulier. L'utilisation de la musique, et puis même cette idée de raconter toute l'histoire de l'humanité, quoi, l'évolution de l'homme, l'évolution de l'humanité en partant de la préhistoire jusqu'à notre avenir. Enfin, c'est gigantesque. Donc voilà, il y a aucun autre film qui l'égale. Mais encore une fois, c'est un film où il faut accepter pas de se perdre, mais accepter de se laisser un peu porter, de se laisser embarquer par le rythme du film, les musiques, les longues séquences ces longues séquences où tu planes, tu planes vraiment dans l'espace, quoi. Il faut, je suis d'accord. Et puis alors vers la fin là, c'est l'apothéose un peu du concept. L'apothéose, t'as l'impression d'avoir pris presque une drogue. Enfin, c'est un peu un trait psychédélique. C'est un trip, c'est le trip psychédélique, quoi. C'est marrant parce que le film, t'as pas l'impression qu'il tend vers ça, mais lorsque tu vois, c'est tout à fait logique en fait par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est que la première fois, moi, lorsque je l'ai vu, j'étais très surpris de me dire ce film très réaliste, entre guillemets, très scientifique, t'as l'impression où en fait ils sont dans ce vaisseau et tous les procédés sont lents à faire. Et ils sont tellement vers la sécurité, ils essaient toujours d'être le plus safe possible. Et tu arrives vers cette fin qui est tellement bizarre et étrange au premier abord. Et après, quand tu la comprends, tu dis en fait, oui, c'est ce qui était prévu depuis le début, quoi. C'est ça qui est fort et intéressant. Donc, 2001, c'est un sacré morceau. Je l'ai en Blu-ray, j'ai l'édition Volt. Je sais pas si on la voit d'ici. Et je suis curieux de savoir combien de tes préférés j'ai en Blu-ray. Peut-être. Dis-nous le prochain. Le prochain, ce serait Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Il n'y a pas de 4K, ça. Non, il n'y a pas encore de 4K. Bientôt, ça arrive, je crois, 2025. Oui, exact. J'ai vu passer une info, donc ça sera achat direct. Voilà. Après, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs cuts de Il était une fois en Amérique, donc j'espère qu'il y aura toutes les versions, et surtout la plus longue. Je ne sais pas laquelle j'ai vu, moi, honnêtement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je ne sais pas laquelle j'ai vu. Généralement, en Europe, on a la version longue, de 3 heures. De 3 heures et quart. J'ai vu celle de 3 heures, c'est sûr. C'est que celle-là qui dure 3 heures. Ouais. Enfin, sur le Blu-ray, il y a une version vraiment encore plus longue qui fait presque 4 heures. Mais de toute façon, en Europe, nous, on a toujours eu normalement la bonne version, entre guillemets. Là où les États-Unis, par exemple, eux, quand le film est sorti, ils ont eu une version tronquée, remontée, chronologiquement, et qui durait à peine, je crois, 2 heures. Parce que, donc, Il était une fois en Amérique, c'est une longue épopée qui part de l'enfance jusqu'à la vieillesse, quoi. Et c'est une série de flash-forward, de flashback. Et aux États-Unis, eux, ils ont remonté tout le film quand c'est sorti pour le mettre de manière, pour raconter l'histoire de manière chronologique, qui ruine totalement l'expérience du film. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai jamais vu cette version. Et donc, encore une fois, ça, c'est quand même un film assez gigantesque en termes d'ambition aussi. Puisque, comme je l'ai dit, ça traverse les années, ça traverse les âges. Dis-nous le pitch un peu, parce que je pense pas que beaucoup de personnes l'aient vu aujourd'hui. C'est un film de mafia, c'est une histoire d'amitié entre deux personnages qui vont se connaître à l'adolescence, nouer une très forte amitié, se construire ensemble à travers les années de la prohibition aux États-Unis. Ils vont monter ensemble un coup. Ça va pas bien se passer, et donc tout le film, c'est l'histoire de cette amitié, comment elle s'est construite et comment aussi elle se déconstruit. Et donc voilà, sinon je vais rentrer dans les spoilers, mais en gros, c'est vraiment l'histoire d'une vie. Voilà, c'est l'histoire d'une vie sur deux amis qui racontent en fait aussi la mafia juive new-yorkaise à l'époque de la prohibition. Et donc, et au milieu de tout ça, il y a aussi une histoire d'amour très torturée. Et donc voilà, c'est un film. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément. Mais voilà, c'est un film où il se passe tellement de choses. C'est tellement riche thématiquement, c'est tellement riche. C'est peut-être l'un des plans les plus iconiques de l'histoire du cinéma aussi. Oui, sûrement le plan de la jaquette. Avec le pont. Je pense que tout le monde connaît cette image, même si
si les gens qui n'ont pas forcément vu le film. Le pont du Manhattan Bridge à New York. Et non, et c'est un film, voilà, c'est le dernier film réalisé par Sergio Leone. C'est un film qui lui a demandé des années avant de le concrétiser. Moi, c'est un film qui me bouleverse à chaque fois que je le regarde. Il suffit que je regarde une scène, je peux pleurer. Tellement les personnages sont émouvants, tellement la musique m'émeut, la musique d'Ennio Morricone. Donc voilà, c'est un film somme, c'est un film... un grandiose, bouleversant, avec un Robert De Niro et un James Woods absolument impérial. Et ça donne un peu cette impression de dernier film aussi. Parce qu'il y a un côté très crépusculaire à la chose. Et je sais pas si c'est une bonne œuvre à découvrir si tu veux rentrer dans le monde de la mafia, c'est au début. Je pense que c'est le genre d'œuvre que tu dois découvrir peut-être un peu vers la fin de ton cycle découverte de films de mafia. Il y a un côté très... On enterre le film de mafieux, entre guillemets. En fait, parce que c'est pas tellement un film sur la mafia à proprement parler. C'est pas... Et en fait, on compare souvent Il était une fois en Amérique avec Le Parrain. Enfin, on dit voilà quel est le meilleur film de mafia, mais c'est pas vraiment la même chose. Le Parrain va être plus un film sur la mafia. Vraiment. Là où Il était une fois en Amérique, c'est encore une fois, c'est plus une histoire d'amitié avec comme background les gangsters, la mafia, tout ça. Mais c'est vraiment plus une histoire d'amitié et c'est ça qui est vraiment le cœur émotionnel du film et également aussi une histoire d'amour. C'est vraiment ça et aussi la manière aussi qu'a Sergio Leone de dépeindre toute une époque. C'est vraiment... C'est une belle fresque, c'est une énorme fresque d'une époque sur des décennies. Exactement. Ça démarre dans les années 20 et ça se termine fin des années 60. Et donc tu sens le poids des années sur les personnages, tu sens... c'est-à-dire, tu termines le film, tu as l'impression d'avoir vécu une vie. Tellement... Tu vois l'Amérique qui a changé, qui a évolué. Tellement tu as ressenti tous ces sentiments que tu peux avoir quand tu traverses un peu les années avec des histoires d'amitié qui vont, qui viennent, les regrets, les histoires d'amour, les remords, etc. Tu passes tellement par plein de phases, par plein de sentiments qu'à la fin, tu es presque essoufflé d'avoir ressenti tant de choses, je trouve, devant ce film. C'est assez incroyable. Ouais, faut se mettre devant, faut encaisser les 3h30, 40. Il faut bien se caler. Faut bien se caler, ça, faut vraiment, faut le faire. C'est un sacré gros film. Ça, du coup, on attend la version 4K l'année prochaine. Peut-être ils vont la vendre dans une version à 150 balles, comme ils ont l'habitude de faire maintenant avec les éditions collector. Ah, t'aimes bien ce vieux film hyper connu? Bah tiens, une version à 70 balles. Est-ce que tu me dis un troisième? Troisième film, il faudrait que je balance un petit film de Spielberg quand même. Lequel? Mais lequel, c'est dur, c'est dur. J'hésite toujours entre E.T., La liste de Schindler, ou alors non, on part sur du Scorsese. Allez, Taxi Driver. Allez, Taxi Driver. Pour le numéro 3, je dirais. Qui est moins bien que Joker, du coup? Non, c'est mieux, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est moins bien que Joker. Non, mais Taxi Driver. En fait, j'ai pas vraiment d'ordre particulier, mais bon, on va dire que... En fait, Taxi Driver, c'est un film qui m'a... C'est presque un film qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est un film que j'ai découvert assez jeune quand même, j'avais 12 ans. Donc j'étais peut-être un peu trop jeune pour découvrir Taxi Driver. J'étais pas trop prêt pour la fin du film, tu vois. Non, et pas que la fin d'ailleurs. Non, mais la fin, quand même. Mais la fin est le plus déchaînement de violence. Plus visuel, disons, que les autres films sont un peu plus... Mais en fait, c'est un film qui m'a fasciné. Tout de suite, immédiatement. J'avais pas vu beaucoup de films de Scorsese. Je sais même pas si j'avais vu Les Affranchis, ou peut-être. Non, c'est un film qui m'a fasciné sur le personnage, quoi. Le personnage de Travis Bickle, sur l'interprétation de De Niro, sur l'ambiance du film. Il y a une atmosphère vraiment dans ce film, une atmosphère qui imprègne la pellicule avec la musique de Bernard Herrmann, avec les plans au ralenti de Scorsese. Ce New York un peu poisseux, un peu crade, où c'est une plongée dans un New York un peu ténébreux comme ça, crépusculaire. Et à 12 ans, ça te marque un petit peu. Tu te dis, putain, j'ai jamais vu trop la vie le New York comme ça. Le New York de l'ombre. Le New York un peu poisseux comme ça des années 70, avec les cinémas porno et tout. Qu'est-ce que c'est que du haut de mes 12 ans, ok, d'accord, le mec qui achète des flingues, qui se rase la tête, qui vire un peu psychopathe. Et en même temps, voilà, c'est ça qui fait le génie de Taxi Driver, c'est que c'est un film c'est un film ambivalent, quoi, sur un personnage complètement ambigu. C'est à la fois un héros, c'est une sorte de héros parce qu'il sauve une petite fille de la
prostitution, de la spirale infernale, de tout ce que ça représente, de la violence sexuelle, de la prostitution. Et en même temps, c'est un mec qui pète un câble, qui fout un câble, tu vois. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant dans Taxi Driver, c'est ce mélange des deux. Et c'est ça qui en fait un personnage absolument marquant. Et il y a le côté un peu ébullition de la société en même temps autour de lui, où il a l'impression de plus être à sa place. Et il se sent plus comme un être humain presque. Il se déshumanise, t'as l'impression, au fur et à mesure de l'œuvre. Et tout monte jusqu'à l'explosion finale. Quoi. C'est un pauvre type complètement isolé, vétéran de la guerre du Vietnam. Il y a un truc sur la solitude, sur la société qui abandonne les vétérans, qui abandonne les enfants, qui se retrouvent dans des choses affreuses. Et à quel point l'Amérique oublie ces gens-là. Quoi. Totalement. Pas du tout au centre du récit. Ce qui est assez marrant parce que c'est que Scorsese, on l'associe beaucoup à cette époque-là avec le New York de l'ombre, entre guillemets, le New York où les gens galèrent, le New York qu'il a connu, quoi, qu'il a vécu. Et ensuite, c'est vrai qu'il est plutôt allé dans le glamour par la suite, surtout avec les affranchis, les années 80, tout ça. Mais c'est qu'à ce moment-là, c'était quand même assez sombre, ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait à cette période-là, et que ce soit même Raging Bull juste avant, après. Juste après, Avant, il a c'est quoi, 73 Taxi Driver, 75 Raging 76 Taxi Driver. Entre-temps, il a fait New York. Et après, il fait Taxi Driver en 80. Mais c'est très sombre, Taxi Driver, et même aussi Raging Bull, parce que, après, à la base, Scorsese, ça a toujours été un peu sombre. Mais on va dire qu'il y a on est dans les années 70, c'est la décennie un peu de la déprime, on va dire, dans le cinéma américain. Mais c'est aussi, n'oublions pas, un scénario de Paul Schrader. Et Paul Schrader, en termes de désespoir et de sombre, ça se pose là. C'est l'histoire de sa vie, quoi. Voilà, donc il fait que ça. Donc et puis voilà, donc c'est aussi la réunion de deux auteurs, Scorsese et Paul Schrader, pour Taxi Driver, qui fait des étincelles, quoi. À la base, c'était un projet qui était prévu pour Brian De Palma, Taxi Driver. En fait, Brian De Palma a préféré laisser tomber et en fait, à l'époque, il avait fait un autre film avec Paul Schrader qui est Obsession, pratiquement la même année. Super film qui est une sorte de relecture de Sueur froide, Obsession, mais à la sauce Brian De Palma. Et donc il dit non, mais moi je connais, je pense que ce projet Taxi Driver, ça ira peut-être plus à Scorsese. Et donc Scorsese rencontre Paul Schrader, et puis là, les deux s'entendent bien, s'entendent très très bien, et c'est parti. Et pareil, à la base, c'est marrant parce que c'est aussi Brian De Palma qui a rencontré Robert De Niro, qui a fait ses premiers films avec Robert De Niro. On associe souvent. J'ai jamais fait attention à ça. Il a tourné 2 ou 3 films avec Robert De Niro avant que Scorsese s'en empare, quoi. Donc c'est marrant. J'ai jamais fait ce lien. C'est vrai qu'il en a fait bien avant. Donc c'est un peu Brian De Palma qui a amené De Niro et Paul Schrader à Scorsese, même si Scorsese avait déjà fait Mean Streets avec De Niro. Mais c'est en tout cas d'abord De Palma qui a travaillé avec De Niro, quoi. Donc, et t'aimes bien les films de Paul Schrader en général, en tant que réal? Pas tous. Les plus récents, t'as accroché? On va dire les 10 dernières années. Là, oui, j'ai bien aimé le dernier Master Gardener, avec comment il s'appelle Joel Edgerton, c'est ça? Joel Edgerton et Sigourney Weaver. Celui-là j'ai bien aimé. J'avais pas trop aimé Poker. Comment il s'appelle Avec Oscar Isaac. Card Player. Ouais, c'est ça. Avec Oscar. Je crois que c'est ça, The Card Player. Ouais, avec William Dafoe, Oscar Isaac. Isaac. Et j'avais bien aimé First Reform. C'était bien ça, ouais. Et... Pas vu au Canada? Il était diffusé cette année dans pas mal de... Non. Je crois qu'il sort en janvier, du coup, au final. Ouais, c'est ça. Richard Gere, Jacob. Ouais, j'ai hâte de voir parce que là, il est en bonne forme. Là, c'est un peu ça, quoi. C'est la conclusion de sa trilogie, un peu, je crois. Je sais pas comment il s'appelle, cette trilogie de la rédemption, peut-être. C'était ça, c'était First Reform, Card Player. Je crois que ça, c'est la suite, du coup, quadrologie. Mister Gardener, je crois que c'est. Master Gardener. Ouais, c'est un peu le truc de la rédemption, un petit peu. Après, voilà, American Gigolo, j'avais pas trop. C'est un mec particulier quand même dans la manière. Déjà, comment il se comporte, ses avis. Je sais pas, il poste souvent des trucs sur les réseaux, il donne son avis sur tout et n'importe quoi, tous les films. Et il est à la fois très. Il est très seul et. Je sais pas comment expliquer. Il vit dans une sorte de phase et en même temps, il est hyper ouvert sur plein de trucs et il fait des œuvres qui sont hyper intéressantes mais qui résonnent bien, je trouve. Ça lui va bien et je trouve que moi, je trouve qu'il est en forme. Ces 3 derniers films en tout cas. Je sais pas si c'est les 3 derniers d'affilée qu'il a fait, qu'on a cités là. Si, je crois que c'est ça. Moi, j'ai vu ceux-là. Avant, je crois que j'ai rien vu de lui, si je dis pas de bêtises. American Gigolo, j'ai pas vu sa version. Je crois qu'avant, il avait fait un film qui s'appelle The Canyons avec comment elle s'appelle, la rouquine là, qui a brillé un peu. Comment elle s'appelle cette actrice là,
qui jouait dans les films Disney un peu quand elle était jeune, là. Tu sais, qui a viré un peu drogue. Lindsay Lohan. Ah, Lindsay Lohan, ok. Lindsay Lohan, bon, qui est un petit film indépendant. Bon, après, comme ses autres films, mais bon, un peu moyen. American Gigolo, ouais, pas mal. J'ai vu Hardcore, un film de 78-79. Qu'il a réalisé, qui était pas mal, qui est un peu une relecture aussi de Taxi Driver, mais là cette fois-ci avec un père qui essaye de sortir sa fille du milieu de la pornographie. Ok, d'accord. Voilà. Ok, intéressant. Intéressant, mais pas non plus transcendant. Non, c'est vrai. Ok. Ok, ouais, j'en ai jamais entendu parler, tu vois. C'est pour ça que je me dis, il n'a pas forcément dû marquer. Et Taxi Driver, le 4K existe déjà ou... Oui. Voilà. Parce que moi, j'ai acheté la version là, qui arrive fin d'année. Ouais, ça sort en décembre, Taxi Driver en 4K. C'est la première version 4K qui va sortir en France en décembre, mais moi, je l'ai déjà acheté. Vous pouvez l'acheter en import américain. Il y a la piste française, sous-titres français, c'est lisible partout. Et voilà, mais c'est en import. Voilà. Ouais. Mais c'est magnifique. Ok, je vous le confirme, j'ai hâte. Ça vaut le coup, c'est magnifique. Bon, j'en ai 2 sur 3 déjà en Blu-ray pour l'instant. Ouais. Techniquement, je l'ai commandé. Quels sont les 2 autres? Alors les deux autres, allez, je vais citer La liste de Schindler de Steven Spielberg. 3 sur 4 du coup. Voilà, qui existe en 4K. Ouais, mais le 4K, il est magnifique. Le 4K est magnifique. Je l'ai pas revu parce que j'ai pas envie de revoir ça. T'as pas envie de repleurer? Ouais, j'ai pas envie de revoir ça honnêtement, mais. Ouais, bah en fait c'est un peu, je dois être un peu masochiste parce que moi je l'ai quand même vu, je le vois souvent se faire, je l'ai beaucoup regardé. Je l'ai découvert assez jeune, j'avais 12 ans. Ouais. Je l'ai vu au cinéma. Sacrée année des 12 ans que t'as vécu. Ouais, 12 ans, j'ai vu des trucs assez ouf, je dois dire. En même temps, vers 8-9 ans, j'avais déjà vu Terminator et des trucs comme ça. Ouais, mais franchement, Terminator encore ça va. Comparé à Liste de Schindler et Taxi Driver, oui, c'est sûr. Bah, c'est pour ça, à 8-9 ans, moi j'étais sur Terminator, donc 12 ans, La liste de Schindler, j'étais prêt. Tu m'étonnes. Non, mais La liste de Schindler, bah, c'est un film qui m'a énormément bouleversé. C'est un film que je suis allé voir en famille. À l'époque, on était 15. On était en salle, on l'avait vu en salle à Montparnasse, je me rappelle très bien. C'est une séance que j'oublierai jamais. C'est un film de 3h15. C'est une séance où, à la fin du film, on est tous sortis, on n'a pas parlé pendant 10 minutes, tellement on était bouleversés. La fin est très dure. La fin, elle nous a mis KO. Donc oui, moi, c'est un film que j'adore, que j'aime beaucoup, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film où Steven Spielberg, quelque part, il s'est mis un peu en danger. Enfin, il s'est écarté de tout ce qu'il avait fait avant en termes de mise en scène. Il change de chef-op, c'est là où il rencontre... il a fait War Horses aussi avec lui, non? Ouais, il a fait tous les films par la suite avec lui. Ouais, c'est Kaminski ou un truc comme ça. Kaminski, je crois. Ils ont fait War Horses. Il a gagné l'Oscar pour War Horses. Et War Horse, et il a gagné aussi l'Oscar avec Spielberg aussi pour un autre film, je crois. Je sais plus lequel. Il a 2 Oscars chef-op. Et il a fait l'excellent, c'est une blague, mais l'excellent Blue & Company cette année. Il était le chef-op de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est fou. Hein. Oui, Kaminski. Oui, c'est Kaminski. Je sais plus. Pas Kaminski. Kaminski ou quelque chose comme ça, peut-être, je sais plus. Mais Kaminski, c'est l'autre. Mais celui qui fait la musique. Mais Kaminski, j'ai beaucoup rigolé parce qu'on regardait la bande-annonce avec un pote de Blue & Company, le truc pour enfants. On se dit, mais c'est qui a fait la photo tout de merde, et tu fais, ah, ok. Il n'a pas gagné l'Oscar pour il n'a pas gagné Schindler du coup. Si, pour La liste de Schindler, si peut-être. Il a gagné pour le jeu. Ouais, si c'est possible. À vérifier, regarde. Vas-y, continue de parler du film, je vérifie. Il a gagné, en tout cas le film. Il en a 2, c'est sûr. Le film a gagné 6 ou 7 Oscars. Ouais. Alors attends, c'est quoi son prénom? Janusz Kaminski. J'ai dit Joseph. Janusz Kaminski. Je vais regarder les... Tu couperas quand on hésite. Non, pas de coupe. Non. Ah, il n'y a pas de coupe. Oh, putain, il a gagné, alors il a été nommé pour West Side Story, Lincoln, Cheval de guerre, il a gagné. Non mais de toute façon... il a été nommé partout, toutes les années. Attends, il regarde la liste de Schindler. Et lauréat de Soldat Ryan, par contre. Et lauréat, il en a 3 du coup. Ouais, voilà, il a gagné meilleur cinématographe. Ok, je pensais qu'il y en avait 2. Ouais. Ah non, 2 Oscars. Non, il a été peut-être nommé pour... Ah oui, pardon. Donc j'ai confondu avec War Horse, il n'a pas gagné. Non, c'est ça. Liste de Schindler, lauréat et Soldat Ryan, c'est ça. Et après, rien. Il n'a jamais été lauréat d'autres. Non.
Il a été nommé 2 fois. Et West Side Story, putain, bon, il aurait mérité pour West Side Story, c'était incroyable. Donc sous-côté West Side Story, je trouve. Il méritait plus d'attention, quoi. Il méritait beaucoup plus de succès, oui. Donc non, mais la liste de Schindler, oui, évidemment, voilà, un film qui m'a énormément bouleversé. De par le sujet, alors bon, il y a toujours eu un peu des polémiques autour de ce film parce que quelque part, c'est un film qui montre des personnages qui s'en sortent, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est un film qui montre que des Juifs ont pu s'en sortir à travers l'horreur de la Shoah. Et donc, je sais que ça a pu poser problème pour certaines personnes, mais je trouve ça dommage d'attaquer le film sur cet aspect-là, parce que c'est pas parce que tu montres des gens qui se sortent de l'horreur que tu ne montres pas l'horreur et que tu ne peux pas comprendre l'horreur que des gens traversent. Et il montre l'horreur, quoi. Et je trouve que voilà, le film ne s'écarte pas de ça, quoi, ne ferme pas les yeux sur l'horreur, et on comprend très bien ce que pouvait représenter la Shoah à cette époque-là. Donc là-dessus, pour moi, c'est totalement réussi. C'est d'autant plus bouleversant, et je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs films pour être une porte d'entrée à ce sujet-là, de mémoire, et pour sensibiliser les gens sur ce sujet-là, et pour tout ce qui est le devoir de mémoire, etc. Je pense que c'est une belle porte d'entrée de une, et tu commences en plus par l'une des plus belles œuvres à ce sujet-là. Et c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai vécu un an à Cracovie, là où ils ont tourné, je crois, la majorité du film en plus, et forcément, j'ai visité Auschwitz et tout. Et c'est vrai que j'ai pas osé revoir le film depuis, parce que je pense que ça serait encore plus dur, surtout quand t'as vu, même si c'est reconstruit, musée, tout ça, bref, c'est très très dur à voir. Et mais c'est vrai que quand j'y étais, j'avais vraiment les images du film en tête, quoi. Tu vois, comme mode de presque flashback, c'est parce que tout était tellement authentique, et il montre des choses qui sont très dures, mais qui sont tellement importantes. Et je pense que c'est important, ce côté, c'est pas l'espoir qui montre, c'est la bonté dans toute cette cruauté qu'il y a eu, qui est montrée régulièrement par la petite fille en rouge et ce qu'elle symbolise, et la fin, je pense que c'est l'un des moments qui fait le plus chialer de l'histoire de la cinéphilie, quoi, entre guillemets. Oui, la fin est très dure, et c'est vrai que même Liam Neeson, moi j'ai chialé, tout le film, pratiquement tout le film, à peu près toutes les 20-30 minutes, je lâchais. Non, mais c'est tout à fait normal. Et je trouve qu'il a quand même c'est assez solennel à la fois, et en même temps, c'est pas. Il fait pas l'exhibition, tu vois. Il y a un truc où. Parce que j'ai vu aussi des gens critiquer le fait qu'il montre trop. Ah ouais. Et il y a un côté, presque tu profites, en tant que divertissement de l'œuvre que tu vois. Oui. Et ça, c'est toujours discutable un petit peu. Ça, c'est l'autre sujet, ça, c'est l'autre problématique du film, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire du cinéma hollywoodien ou de la mise en scène avec des artifices, etc., à la mode hollywoodienne, avec un sujet aussi grave que celui-là, etc. Ça, c'est un débat où moi, j'arrive pas trop à comprendre, enfin je veux dire... moi je pense que c'est important de le montrer. Oui, non mais il y en a qui vont dire il faut faire Nuit et brouillard, ou il faut faire Shoah de Claude Lanzmann, il faut pas user de l'artificiel ou de l'artifice pour parler de ça. Enfin je veux dire, au cinéma, on peut tout aborder, on peut aborder tous les sujets, il n'y a aucun problème. Et à partir du moment où tu es bien intentionné, et à partir du moment où tu le fais avec une certaine révérence et une certaine bienveillance par rapport à ce que... Enfin tu vois, une certaine honnêteté, quoi. Je pense que l'intention, c'est très important. Non, mais voilà, c'est à travers une bonne... Et l'intention, c'est de sensibiliser sur ce qu'a été cette époque, sur ce qu'a été l'horreur. Et oui, on le raconte à travers l'histoire d'un nazi qui a sauvé des juifs, mais ça n'enlève en rien, ça n'épargne en rien ce qu'ont été les nazis à l'époque et ce qu'ont été... Oui, et surtout, ça explique à quel c'était ancré dans une sorte d'acceptation très banale, et à quel point c'est dur même de sortir de cette idéologie qui était, qui pour beaucoup de personnes était même pas cruelle, tu vois, elle était juste normale et banale. Mais tout ça, le film le montre bien, quoi. C'est pour ça, le film est absolument admirable sur la manière de dépeindre vraiment l'authenticité de ce qu'était la Shoah et comment ça se passait en Pologne pour les Juifs. Et ça, grâce à la manière dont il a abordé son film, en utilisant le noir et blanc, en prenant un chef-op polonais qui lui a apporté, avec une caméra très à l'épaule, très portée, qui lui a apporté vraiment une véracité, une authenticité dans les plans, dans la manière. T'as l'impression d'être dans un documentaire. Totalement. Et, mais
Et je trouve qu'il y a vraiment un savant mélange entre, oui, ce côté un peu quasi documentaire et aussi une mise en scène très pensée, très soignée, qui utilise aussi la musique de John Williams à bon escient et qui fait, oui, à certains moments, un peu de poésie, notamment avec La Fille en rouge, mais c'est jamais malvenu, c'est jamais, il n'y a jamais quelque chose d'outrancier ou qui n'est pas à sa place. Je trouve que, enfin voilà, pour moi là, il réalise un chef-d'œuvre. Et il avait la maturité à ce moment-là pour le faire. Et donc, je suis d'accord. Et c'est le film qui l'a vraiment inscrit parmi les plus grands réalisateurs de son époque. Et donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Chapeau. Ouais, et pas facile à voir, pour le coup, pas facile à voir, mais ça vaut le coup. Et moi, je pense que c'est l'une des premières fois de ma vie aussi que j'ai vu, alors, c'est pas des vraies images, mais j'ai vu un camp de concentration. C'est parce que je l'ai vu très jeune aussi la première fois. J'ai vu tout ça, et je pense que lorsque tu apprends en cours d'histoire à l'école, quand tu as des documentaires, vu qu'il n'y a pas ce côté où peut-être quand tu es plus jeune, il te faut une narration un peu plus cinématographique, entre guillemets, pour te faire comprendre, et quand tu vois que tout ça est quasi documentaire, même si évidemment c'est de la fiction entre guillemets ce qu'il fait là. Je trouve que c'est très important et ça qui est fort et ça qui est intéressant. Et moi je pense aussi que c'est son meilleur film peut-être. En tout cas moi c'est mon film préféré de lui. Si je pourrais dire que c'est vraiment mon film de Spielberg préféré, mais je le cite parce que c'est l'un de ces films qui m'a le plus bouleversé, on va dire, qui m'a le plus marqué. Et puis j'ai un lien émotionnel très très fort avec ce film parce que je l'ai vu avec toute ma famille. En salle de cinéma, donc j'ai un lien très très fort et j'étais jeune, j'avais 12 ans, donc ouais, c'est un film qui m'a marqué et qui m'a marqué à vie, quoi. Mais tu vois, un film comme Les Dents de la Mer ou même E.T., ça vient se bousculer avec ce film-là aussi, tu vois. Soldat Ryan, t'es moins fan? Si, j'adore aussi le Soldat Ryan. Spielberg étant mon réalisateur préféré, j'ai beaucoup de mal à être objectif. Et tu trouves qu'aujourd'hui il est un peu has-been? Pas du tout. Non. Enfin, has-been pour le public, tu veux dire. Ah oui, il est. Bah oui, ça me fait de la peine parce que ses derniers films ne marchent pas. Mais West Side Story, c'était un énorme échec. Pourtant, c'était incroyable. Oui. The Fabelmans aussi, ça a été un échec. Mais à la limite, Fabelmans, je peux plus comprendre que ça soit un échec parce que c'est vraiment un film intime. C'est un drame familial, donc il n'y a pas une portée commerciale très forte. Je pense que le marketing était assez mal fait dans le sens où c'était vendu comme une sorte d'hommage au cinéma, ce qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas que c'est pas du tout, c'est que c'est pas le but de l'histoire. Oui. Le but de l'histoire, c'est le divorce, c'est la manière dont... Voilà, c'est un drame familial. Ouais, c'est l'histoire de sa vie, de sa jeunesse. Est-ce que les gens ont compris ça, tu vois, que c'était une sorte d'autobiographie? Je ne sais pas, mais ouais... C'est marrant, après avoir vu Fabelmans, de revoir les films de Spielberg avant, à quel point la mère est toujours un peu détestée dans les films, à quel point, c'est dans Indiana Jones 4, je crois que la méchante elle a la même coupe que sa mère. Ah oui, il y a plein de petits détails comme ça qui sont assez rigolos, tu dis ah ok d'accord, tu vois d'où vient le trauma quoi, c'est assez marrant quoi. Est-ce qu'on se dit un cinquième film? Alors, est-ce qu'on se dit un cinquième film? Qu'est-ce que je vais dire? Bah écoute, Massacre à la tronçonneuse. Allez. Non, allez, je vais citer Blade Runner de Ridley Scott. Voilà. Le premier, ok. Le premier Blade Runner. T'aimes bien le deuxième en plus, toi? J'adore le deuxième. J'adore le deuxième. Est-ce que ça serait pas genre l'une des seules suites des années après qui a vraiment capté ce que c'est de faire une suite, quoi? Je trouve, je trouve que Blade Runner 2049, c'est l'une des très très rares suites qui est presque à la hauteur de son aîné et qui vient pourtant à des années après. Il y a très peu de films qui ont réussi ça de venir des années plus tard égaler ou... Tu vois, ou faire la compétition même, avec un film dont il était la suite. Quoi. Et surtout que c'est une vraie suite qui ne parle pas des mêmes thématiques, qui en rajoute des nouvelles, qui raconte une histoire différente, comme Alien Romulus, pardon. Totalement. Mais qui est complètement différent. On peut penser à Top Gun Maverick, mais ça reste similaire, tu vois, dans le concept. Là où Blade Runner 2049, il pousse vraiment le legacy sequel 30 ans après, qui va loin, qui est beau, qui est profond dans ce qu'il raconte, mais qui raconte pas la même chose. Qui raconte pas la même chose, non, qui prolonge la thématique initiée dans le premier Blade Runner et sans nous resservir. Le seul truc qui m'a un peu agacé, moi, je l'ai pas revu depuis le cinéma, je crois. Enfin, peut-être je l'ai dû le voir une fois juste après la sortie. Le 4K est magnifique. Ouais, je l'ai ça aussi par contre. Et c'est les deux d'ailleurs. J'ai pas encore reçu Blade Runner, je crois. Mais j'ai les deux et voilà, 4 sur 5. Pas mal. Pas mal, écoute. Et le cinquième, parce qu'il n'existe pas encore, c'est pour ça. Mais oui, c'est le côté, il y a tout ce délire sur la révolution à un moment dans le deuxième film
t'as l'impression que se lance comme une sorte de sous-intrigue. Ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles, tu sais, avec les... Vers la fin. Ouais, vers la fin. Et j'ai jamais compris pourquoi, enfin c'est pas que j'ai jamais compris pourquoi c'était là, mais ça faisait vraiment en mode, bon, pourquoi pas, si on refait une suite après, on a ce truc. Ah oui. Et parce que c'est en lien avec les thématiques de l'œuvre, c'est évident, mais il y a un côté qui est très... ça va nulle part en fait après ce truc-là. Alors il a ajouté à la fin du film et c'est jamais réellement poursuivi ou utilisé, je trouve, pleinement. Là où le premier film, tu vas en parler, mais il est vraiment compact. Alors, faut voir la Final Cut, du coup. Il faut voir la Final Cut. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien toutes les cuts, en fait. Il y a à peu près 4 ou 5 cuts. Je sais même pas laquelle j'ai vu, honnêtement. Mais, moi, j'adore la version où tu as la narration en voix off d'Harrison Ford. C'est celle que j'ai vu. Alors, et après, tu as la version qui était sortie en 92, qui était la Director's Cut, sans la voix off. Ouais. Et puis après, en 2007, il y a eu la Final Cut. Qui est la version préférée de Ridley Scott. Qui est la version préférée de Ridley Scott et qui est celle qu'on a en 4K. On a que celle-là qui est en 4K. Quand tu achètes le 4K de Blade Runner. J'ai pas encore reçu. J'ai acheté l'édition Volt là. Je sais pas si je l'ai reçu ou pas. Je sais plus. Je crois que je l'ai reçu au fait. Je crois que ça doit être là-bas. Bref. Ouais, je le vois. Il est bas. Je l'ai déjà. Ouais, j'ai les deux. Et en gros, ce que j'allais dire. En plus, c'est marrant parce que Ridley Scott, ça lui arrive souvent, pas les Director's Cut, mais ça lui arrive souvent qu'il ait besoin de mettre une nouvelle version. Alien, il y a toujours une version différente sur les 4 premiers films. Bon, le premier, surtout lui, qui change quasiment rien, quoi. Mais c'est que je te laisse parler de Blade Runner parce que c'est aussi un sacré morceau, quoi. Oui, voilà, c'est un pilier de la science-fiction. Tout a été dit sur Blade Runner, mais en tout cas, voilà, moi c'est un film que je n'avais pas forcément aimé quand je l'ai découvert. Je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Et je connaissais de réputation le film. Je savais que c'était quand même un film important, mais je l'ai vu à la télé quand c'est sorti. Enfin, quand c'était passé à la télé, quoi. Et je me rappelle que j'ai eu du mal à aller au bout. Ouais, j'ai dû le voir en 2-3 fois. Ouais. Parce que pareil, tu vois, un peu comme 2001, il y a un rythme un peu lancinant. C'est un film très atmosphérique. Et il a fallu que je gagne un petit peu en maturité pour vraiment... mais pas longtemps après, hein, peut-être 2-3 ans après. Ouais. Je revois le film. Et là, vraiment, je l'apprécie. Tu comprends je comprends un peu plus le film, les thématiques, ce qu'il veut dire, ce qu'il raconte. Et puis surtout, j'accepte un peu mieux l'atmosphère du film. La musique de Vangelis qui est absolument chef-d'œuvresque, qui fait pour moi presque 50% du kiff du film. Tellement j'adore. Ah non, mais j'adore la musique. Je trouve que la musique, elle te berce dans un univers. Ah, mais t'écoutes ça là pour t'ambiancer la nuit dans ton lit, c'est incroyable. Ah, mais tu vois les néons de la ville, quoi. Exactement. Donc, moi, c'est peut-être l'une des musiques les plus reconnaissables aussi. En tout cas, dans le monde de la SF, c'est assez fou. Ah non, mais elle participe, pour moi, ça participe grandement à la qualité du film. Et tout ce que ça traite, les thématiques, tout ça, le rapport entre l'humain et le côté artificiel, etc. Enfin, c'est absolument passionnant, les questions que pose le film. Et puis, visuellement, encore une fois, Blade Runner, film de 82, ça n'a pas pris une ride. Comme Alien, d'ailleurs. Comme Alien. J'ai hésité, d'ailleurs, à citer Alien, parce que pareil, pour moi, c'est un film parfait. Ouais, c'est marrant, parce que les deux, surtout que j'ai revu le premier Alien là, en 4K, il y a même pas il y a un peu plus d'un mois, quoi. Fabuleux. Il a mieux vieilli que quasiment tous les autres, quoi. Le premier Alien. Totalement. Sans même parler du 3-4, tout ça, mais en termes de... Vu que tout est fait, quoi. En termes juste de visuel, d'ambiance. En fait, chaque plan d'Alien, c'est genre un plan parfait, quoi. Tu regardes le truc, c'est possible. Le trait sur les ombres, la photo, la profondeur du vaisseau, bref, tout ça. Et c'est marrant parce que dans Blade Runner, c'est le film qu'il a fait juste après, Alien en plus, où il y a un film entre les deux, je sais plus. Alien c'est 79, Blade Runner c'est 82, c'est ça. Pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est le film qu'il a fait juste après. Le gars. Le mec, il t'enchaîne deux chefs-d'œuvre de la science-fiction. Voilà, et en plus, maintenant, ça a tellement marqué l'esthétique du monde de cyberpunk et de la SF dystopique avec les néons, la pluie, la saleté, ces marchés, qui sont très bien repris dans la suite d'ailleurs. Mais moi, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a ce côté détective noir de SF. Film noir. T'as presque l'impression que c'est pas de la SF, juste si t'enlèves le côté répliquant et un peu l'esthétique, il y a rien de farfelu, de très SF, de très qui te fait sortir du truc. Et c'est une enquête. Tu vois, c'est marrant parce que je me rappelle pas de l'enquête en soi. C'est pas un film que je regarde régulièrement, mais je peux plus te dire exactement l'enchaînement de l'enquête. Mais tu vois, tu te rappelles des moments, tu te rappelles de l'ambiance, tu te rappelles de la musique, de la pluie,
des bruitages, c'est très atmosphérique, c'est une ambiance de dingue. Et c'est fabuleux, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est pas une enquête, enfin, c'est pas un film où l'enquête te tient en haleine, te tient, oui, forcément en haleine, comme c'est pas ça, je trouve. je te dis une connerie, n'importe quel thriller, en fait. Oui, oui, noir, d'ailleurs. Ou film de détective comme Chinatown, etc. Où là, tu as des. Tu vis pour ça. Ouais. T'as pas forcément de révélation dans Blade Runner en termes d'intrigue, tu vois, où tu dis ah, en fait, c'était lui qui était derrière. C'est sauf si tu interprètes la fin de Blade Runner d'une certaine manière, tu peux avoir une sorte de révélation et te dire ah d'accord, ce personnage était en fait d'accord. Que Ridley Scott aime spoiler dans toutes les interviews qu'il fait, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Il devrait faire comme David Lynch et dire je réponds pas. Laissez-moi tranquille. Ouais, mais il devrait. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de laisser le spectateur se faire sa propre opinion. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on se rappelle des décors, des ambiances, des scènes, de la musique. Non, mais c'est vraiment, c'est un film immersif. Voilà, c'est l'immersion. Voilà, qu'est-ce que c'est l'immersion au cinéma? Pour moi, c'est Blade Runner. Voilà. Blade Runner, c'est ça. C'est marrant parce que Alien, c'est un peu la même chose, quoi, en réalité. Parce oui, aussi. Ouais. C'est très atmosphérique, très posé en réalité. Mais avec une dose de tension et de suspense supplémentaire par rapport à Blade Runner. Ouais, parce qu'il n'y a pas de tension, de mémoire, il n'y a pas vraiment de tension dans Blade Runner. Il y a quelques escarmouches, quelques passages, quelques petits moments. Un peu surprenants, quoi. Mais même la fin est très, sans spoiler, encore une fois, très. J'ai envie de dire émouvante, mais existentielle et remet en question qui tu es, qui tu as envie d'être, et c'est très fort. Et moi, je reste encore étonné que la suite soit bien, quoi. Vraiment, un truc comme mais ça. C'est un miracle. C'est un miracle. Non, mais vraiment, moi, d'ailleurs, j'attendais le film au tournant, étant très très fan de Blade Runner. Je me disais, Blade Runner 2049, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Et pour moi, ça reste. C'est formidable. Un chef-d'œuvre, Blade Runner 2049. Je sais qu'il y en a pour qui c'est une hérésie de dire ça. Tu vois, il est universellement apprécié. J'ai jamais vu. Non, il y a des gens. Non, il y a des gens. Je connais. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment même pas du tout. Ah ouais. Moi, en plus, c'est co-scénarisé par le même gars qui a fait le scénario de Blade Runner. Anton Fincher. C'est vrai. Donc ça ne m'étonne pas. Non, mais vraiment, là, Denis Villeneuve, il a accouché d'un petit miracle. D'un ovni, non, mais d'un miracle, parce que quand on voit effectivement tous les autres aliens, enfin même Ridley Scott, il n'a pas réussi à s'égaler lui-même quand il fait Prometheus ou Alien Covenant. Il n'y a que à la limite George Miller qui, avec Fury Road, arrive à égaler, voire à dépasser. Et même Furiosa d'ailleurs, je pense. Furiosa, chef-d'œuvre, vraiment. Et c'est marrant parce que le petit aparté sur Ridley Scott, je pense que Ridley Scott, surtout dans cette nouvelle ère, 21e siècle, avant surtout le décès de son frère, il a ce côté où je pense qu'il sait pas qu'il s'en fiche d'Alien, mais il cherche des excuses, tu sais, en mode je vais reprendre Alien, je vais reprendre Gladiator, pour juste retourner dans ce monde-là et se faire kiffer avec des nouvelles choses. C'est ça que j'attends un peu au tournant Gladiator 2, parce que je me demande qu'est-ce qu'il va rajouter de nouveau, quoi. Parce que ça n'a pas l'air d'ajouter quelque chose de nouveau quand tu regardes la bande-annonce. Tu te dis, ça a l'air d'être en tout cas, ça n'a pas l'air d'être exactement la même chose non plus. C'est pas la même chose non plus, mais c'est vrai que, tu vois, moi je vois Prometheus et Gladiator 2 comme des projets, c'est marketing dans le sens, ok, je veux raconter une histoire sur la création de l'humanité, le côté un peu existentiel, mais personne ne va me donner de l'argent, je vais utiliser la saga Alien, tu vois. Je pense que je vois aussi. Pareil pour Gladiator, tu vois, j'ai envie de refaire des grandes épopées. Et je vais l'appeler Gladiator 2, comme ça va drainer. C'est ça, comme ça, en termes de marketing et tout, ça va mieux se vendre. Et moi, je raconte l'histoire qui me fait kiffer. Moi, je le vois un petit peu comme ça. J'en sais rien, mais. Non, mais possible. En tout cas, c'est pas une idée stupide. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment, je pense que beaucoup de gens en parlent, mais il y a un côté très misanthrope depuis le décès de son frère, surtout. Ouais, c'est sûr. Où les humains, ils les aiment pas dans ses films, quoi. Non, il est pas très humaniste. Non, c'est Ridley Scott. Pourtant, quand tu vois une interview et autres, il a l'air très drôle, quoi. Très rigolo, très relax. Mais toujours à abattre. Mais tu sens quand même un mec très très cynique. Mais dans les interviews. Il a quoi, 87 piges, 86 piges. Il a vécu, il a fait ses trucs. Maintenant, il en a marre des questions à la con. Il a envie de. Tu vois, ça fait 50 ans qu'il fait ça. C'est vrai. Est-ce que tu as peut-être parlé un peu plus rapidement de ça, des séries qui t'ont marqué? Alors oui, bien sûr, il y a des séries qui m'ont marqué. Alors tu sais quoi, tu sais ce que je vais te faire? Je vais te donner mes séries préférées par ordre chronologique où elles sont sorties. Ok. Dans l'histoire de l'humanité. C'est parti. Okay, donc, la 4e dimension. Ok. Voilà, on démarre dans les années 50. Même toi, t'étais pas là, quoi. J'étais pas là. Ah oui, totalement. Ah bah oui. T'as tout vu? J'ai quasiment tout vu. Je crois que j'ai vu les
4 saisons. Il me manque juste la 5e saison. Ok, moi j'avais pas tout vu. Enfin, j'ai vu plein d'épisodes parce que facile à voir, quoi. Mais la 4e dimension, chef-d'œuvre. Rappelle au concept peut-être. La 4e dimension, c'est une série donc d'anthologie où chaque épisode est une histoire différente. Et le concept, c'est à chaque fois de parler souvent de sujets de société et beaucoup de sujets politiques de l'époque où les épisodes ont été tournés, donc fin des années 50, début des années 60. On parle beaucoup de racisme aux États-Unis, de la ruralité, de toutes ces choses-là. Voilà, de la peur du nucléaire, aussi, de la guerre froide. De la guerre froide, etc. Et, déguisé en fantastique. Et voilà, et donc toujours avec un élément fantastique pour raconter quelque chose de très contemporain, politiquement, etc. Socialement, sociétalement. C'est un peu, je compare pour nous les plus jeunes, c'est un peu le Black Mirror de cette époque-là. Mais là où Black Mirror prend l'angle technologique, là-bas il prenait l'angle fantastique. Exactement. Même si Black Mirror commence à ressembler de plus en plus, à se rapprocher du fantastique. Enfin bref, c'est le même concept, mais à l'époque, il y a quoi, 5 saisons, il y a beaucoup d'épisodes, une vingtaine à chaque fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est à peu près ça, C'est des épisodes de 25 minutes, je crois. Ça c'est court. Et ils ont d'ailleurs essayé de la remaker là, il y a quelques années, avec Jordan Peele, et en fait, ils ont juste pas compris ce que c'était la 4e dimension. Ils ont juste pris, moi j'avais vu beaucoup d'épisodes, surtout à Série Mania à Lille, là. Ils ont juste, au fait, ce qu'ils ont repris, c'est les épisodes fantastiques qui parlaient de fantastique, entre guillemets, tu vois. Ils ont pris parmi les plus connus, dont l'épisode qui était réalisé, surtout le remake, c'était George Miller qui avait réalisé un épisode, si je Oui, qui se passe dans l'avion. Ouais, qui se passe dans l'avion, ils ont repris ça, mais sans la thématique propre, tu vois, au sujet de l'épisode. Ils ont juste fait des histoires fantastiques pour du fantastique, et du coup, ça perd tout l'intérêt, quoi. Mais faudrait que je la regarde un jour, tu sais, sérieusement, de A à Z. C'est passionnant, c'est passionnant. Tous les épisodes ne se valent pas, mais franchement, à 80%, c'est toujours très intéressant. Donc, la 4e dimension. Après, je dirais Columbo. Donc là, on est dans les années 70. Columbo, j'adore Columbo. Et t'as vu pareil d'une traite? J'ai tout vu, j'ai le coffret à la maison. Il y a combien de saisons de ça? Alors, en fait, il y a 5 saisons dans les années 70 jusqu'à début 80, je crois. Et après, ça s'est arrêté pendant 10 ans. C'est revenu et pour refaire encore 2 saisons. Donc, je crois qu'il y a 7 saisons en tout. Il y a 7 saisons en tout. Ça va, parce que tu vois, c'est le genre de, je pense, de série que même moi, lorsque j'en redissais, c'était toujours à la télé. J'ai l'impression qu'il y avait 3000 épisodes, quoi. Alors que c'est impressionnant. En fait, non. Il y a pas tant. En fait, par saison, c'est un peu comme Mr Bean où il y a genre que 12 épisodes. C'est vrai. T'as l'impression que Columbo, il y en a genre des milliers. En fait, il y a pas tant que ça, quoi. Non, il y en a 6, 8 par saison. Mais parce que c'est à chaque fois 1h30 à peu près. Tu vois, c'est long. Donc c'est comme, c'est des téléfilms en fait. C'est des téléfilms. Et moi, je suis fasciné par la créativité, l'inventivité des scénaristes à nous, comment te dire, à nous accaparer, à nous intéresser, à nous captiver avec des histoires où tu connais déjà l'identité de l'assassin, du meurtrier. C'est pas vraiment des coups de nid, quoi. Non, c'est vraiment comment Columbo va réussir à. En fait, ça reprend ce qu'on pouvait voir dans le film d'Alfred Hitchcock, Le crime était presque parfait, où tu assistes tu es totalement complice du crime. Tu assistes au crime. Columbo, tu vois, je me fais gaffe. En fait, tu assistes. Tu sais dès le départ qui est le meurtrier, quelles sont ses motivations, quel est son mobile, etc. Tu vois tout se dérouler. Et en fait, après, tout le reste du film, c'est comment l'inspecteur de police va déconstruire le crime pour essayer de démasquer le meurtrier. Ça, je savais pas, parce que tu regardes la télé, tu tombes sur des épisodes un peu comme ça, quoi. Mais, Et aussi, le point commun de tous les épisodes de Columbo, c'est que tous les meurtriers sont riches. Voilà, c'est le truc. Voilà. Et le premier épisode, ou peut-être le deuxième, si on compte le vrai pilote qui avait été tourné, mais en tout cas, voilà, l'un des premiers épisodes de la série Columbo, il a été tourné par Steven Spielberg. Ah ouais, voilà, donc c'est quand même très intéressant à regarder, rien que pour ça. Ensuite, on avance dans le temps. On est début des années 90, et Code Quantum. Voilà, j'ai adoré cette série. Série de mon adolescence, j'étais fan. SF, fantastique. Fantastique. Scott Bakula. Tu peux rappeler le concept parce que ça, ils ont essayé de le remaker il n'y a pas longtemps aussi. Désastreux, quoi.
J'ai même pas vu, j'ai même pas voulu le voir. Je crois que ça a été annulé au bout d'une saison ou deux. En gros, c'est un scientifique qui fait en fait une expérience avec un truc avec du nucléaire ou je sais pas quoi. Et en gros, il se retrouve projeté dans le passé. En fait, il voyage dans le temps et il va passer d'un personnage à un autre, d'un corps à un autre, on va dire entre les années 50 et les années 70. Ouais. Et en fait, sa mission pour pouvoir retrouver son époque et rentrer chez lui, il doit en fait à chaque fois arranger le destin de la personne qu'il incarne, en fait. Et donc, chaque épisode est à chaque fois une nouvelle histoire, et donc chaque épisode, il doit arranger le destin de la personne qu'il incarne, ou le destin de la personne qui gravite autour de la personne qu'il incarne. Ça aussi, ça passait beaucoup à la télé. Ça passait sur M6, et j'ai adoré, la fin m'a bouleversé. Donc ça, c'est il est mort, Scott Bakula, non, il y a quelques années déjà. Je crois qu'il est mort, non? Putain, je crois que t'as raison. Parce que je me dis, en tout cas, Dean Stockwell, qui joue son acolyte dans la série, lui, il est mort, c'est sûr. Et Scott Bakula, non, il est pas mort. Non, il est pas mort. On l'a pas vu il est mort artistiquement. Il est mort artistiquement. On l'a pas vu depuis des décennies. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis longtemps. C'est marrant quand même qu'on l'ait pas vu depuis. Ouais. Et il a fait un film. il joue dans la série Only Murder. Ouais, il joue dans What We Do in the Shadows aussi que j'ai vu, mais je me rappelle pas d'avoir vu Scott Bakula. Bref, ok. Ouais, il fait rien, quoi. Il est à la retraite, quoi. Non. Il est surtout connu pour ça. Ouais, pour Quantum Break, quoi. Après, on avance, on va dire fin des années 90, 97, tout ça. Et là, ça serait X-Files. Ouais. Ça, faudrait que je regarde aussi de A à Z, sérieusement, quoi. Parce que bon, là, il y a 10 saisons. Et il y a un reboot après avec les acteurs qui sont revenus. Mais voilà, à partir du moment où il n'y a plus Fox Mulder, ça vaut pas le coup. Je trouve ça moins bien. Et pour le reboot, t'as regardé ? Le reboot c'est en mini-série avec Fox et Mulder, justement. Non, j'ai pas regardé. Non, mais je crois qu'ils sont revenus pour une saison, si je dis pas de bêtises. Je pense. Non, ça, j'ai pas regardé. Il y a 10 saisons. C'est la 10e, c'est... Je sais pas, écoute, on va regarder. Mais ouais, explique pourquoi t'aimes... Non, en fait, moi, j'ai surtout regardé jusqu'à la saison 7, je crois. Saison 7, saison 8. Non, mais j'ai regardé, j'ai été fan de X-Files parce que j'étais fasciné par... en fait, une mini-série de 6 épisodes. Ça, c'est sorti quand, ça je sais pas, parce que... Attends. J'ai jamais vu ce truc-là, je crois. Résurrection 2016-2018. Non, ça, j'ai jamais vu. Mais parce que je crois que j'avais entendu tellement de mauvaises critiques que j'ai pas voulu trop partir là-dessus. Non, mais X-Files, on est en plein dans le complotisme. C'est totalement, c'est l'ADN de la série. Si vous voulez être complotiste, vous regardez X-Files, vous allez être nourri de complots, de conspirations et tout. Les gouvernements, et en fait, au cinéma, moi je suis pas du tout versé dans les théories du complot, du tout. Mais par contre, dans les films, au cinéma, je suis assez preneur. Oui, ou dans les séries. Dans les séries, ou même, par exemple, parce que le film qui a inspiré aussi beaucoup Chris Carter à faire X-Files, c'est par exemple JFK d'Oliver Stone. Qui est quand même aussi le film sur la théorie du complot. C'est particulier comme film. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi dans X-Files tout un épisode qui parle de l'assassinat de JFK. Ouais. C'est ça qui est dans X-Files, c'est que, j'ai pas tout vu, mais en gros, c'est à la fois hyper conspiration, mais en même temps une sorte d'hommage aux histoires de l'Amérique, mais pas que, sur les monstres. C'est un hommage au cinéma aussi, de monstres, de science-fiction. Il mélange un peu plein de genres et d'icônes, entre guillemets, de toute la culture américaine, quoi. C'est ça qui est aussi intéressant et prenant. Et moi, je sais que quand je regarde X-Files à la télé, ça s'accroche direct parce que j'ai envie de savoir, c'est quoi la conspiration, c'est quoi le monstre, est-ce qu'il y a un monstre, plein de trucs comme ça, est-ce qu'il y a des aliens ou pas, c'est ça qui est fort aussi. Comment le gouvernement maquille la vérité, qu'est-ce qu'on nous cache. Et non, moi en fait, on va dire comment on appelle ça, le fil rouge, qui réunit, on va dire, la grande histoire de X-Files était toujours hyper passionnant parce que il dévoilait à chaque fois une petite vérité au fil des saisons. Il te tenait en haleine à chaque fois avec ça et tu découvrais, il te balançait jamais tout d'un coup, tu vois. Tu découvrais au fur et à mesure. C'est marrant parce que c'est une autre époque à la télé où il fallait être épisodique, genre réellement épisodique, chose qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, quoi. Mais il y avait quand même toujours un petit fil rouge et
Et du coup, le fil rouge des X-Files est satisfaisant en général, tu dirais? Bah oui, jusqu'à la saison 7, je dirais. Et après c'est un peu moins bien. J'ai été un peu moins captivé. C'est toujours Anderson et David Duchovny. Duchovny, c'est ça. C'est toujours les deux après la saison 7? Non, justement, David Duchovny, il arrête à ce moment-là. Il part et c'est, comment il s'appelle? C'est Robert Patrick, oui. le T-1000. Ouais, le T-1000. Qui prend... qui a un peu foiré sa carrière après Terminator 2. Qui a fait que... ça, j'avais vu une interview... drogue, alcool, il bossait mal et il a que des petits rôles dans X-Files, dans Les Sopranos. Ouais. Il avait fait un très bon rôle, mais c'était un rôle secondaire dans le film de James Mangold, Walk the Line, avec Joaquin Phoenix, où il jouait le père de Joaquin Phoenix. Et il joue aussi dans... C'est lui qui joue dans la série... il joue je crois dans la série de super-héros, la Peacemaker, mais il est marrant parce qu'il joue un chef du Ku Klux Klan. Et du coup, il joue un rôle de gros raciste super-héros et c'est très drôle à voir. Et il joue un peu, il se moque un peu de sa carrière, tu vois, en mode cocaïnomane et tout. Et c'est assez particulier. Et lui, il le dit, bref, j'avais vu une interview où il regrettait cette époque de sa vie où il a foiré. Parce qu'après T2, t'es le roi du monde, quoi. Tu sors de Terminator 2, tu joues le méchant. Il a dit qu'il a eu énormément d'offres et qu'il a flingué sa carrière bêtement, quoi. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais du coup, X-Files, après la saison 7. Compliqué. Ouais, compliqué. Moi, j'étais vraiment fasciné jusqu'à saison 7, aussi bien par le fil rouge et le côté anthologique de X-Files que les épisodes stand-alone, quoi, les épisodes solo où à chaque fois c'était une histoire différente, avec des monstres, avec des trucs, avec des créatures. Tooms. Le gars qui s'infiltre dans les tuyaux comme ça, lui, il me faisait flipper. Et puis vraiment, à l'époque, pour voir une série qui te faisait bien flipper, il n'y en avait pas des masses. Tu vois, il y avait les Contes de la Crypte et tout ça. Ça, pareil aussi, les Contes de la Crypte. Une série que j'ai adorée. Ils essaient de refaire toujours des remakes, des trucs spirituels qui reviennent. Guillermo del Toro, il a tenté ça avec sa série là, il y a 2 ans. Le cabinet de curiosité, c'était pas mal. Il y avait des trucs pas mal. Il y avait des trucs un peu moins bien, mais oui. De toute façon, c'est toujours le problème de ces séries-là. C'est toujours inégal, quoi, parce que c'est jamais... Ouais, mais il te faut quand même un minimum de... Tu dis qu'au moins, il faut que chaque épisode soit bien, tu vois. Je sais pas si tu as vu aussi la série d'animation Love, Death and Robots. Si, pareil, c'est inégal. Ouais, c'est inégal. Mais il y a des très bons. Ouais, c'est ça. Mais ça reste, vu que ça dure 3 minutes, ou 5 minutes, ou 6 minutes, ça va, tu vois. C'est ça l'avantage, quoi. Mais c'est quand tu tapes 1 heure de Contes de la Crypte, ou Cabinet des Curiosités, ou ça, c'est un peu dur. Et donc après, on est dans les années 2000, je vais directement passer à peut-être ma série préférée ever, Breaking Bad. Ouais, voilà. Facile. Breaking Bad, série que j'ai vue 5 fois. Peut-être, en intégralité. Ah ouais? Moi, j'ai vu 2 fois, moi. J'ai vu 5 fois. J'ai vu Better Call Saul 2 fois. Tu préfères Better Call Saul? Non, je préfère Breaking Bad, mais Better Call Saul est vraiment juste à côté quand même, juste derrière. J'ai vraiment adoré. Mais Breaking Bad... que dire devant cette monstruosité de série incroyablement écrite et jouée, quoi. Ouais, de toute façon, tout le monde connaît. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler de ça, mais c'est marrant parce que je trouve que c'est intéressant à quel point c'est quand même devenu l'une des séries les plus populaires de tous les temps et considérée aujourd'hui pour beaucoup de personnes comme la meilleure de tous les temps. Parce que, avec The Wire. Ouais, mais tu vois, la nouvelle génération qui a connu Breaking Bad sur Netflix, c'est surtout là que c'est venu, n'a pas vu The Wire déjà, mais c'est vrai que c'est considéré comme l'une des plus populaires. Je pense que tu vois, on va dans la rue, on parle aux gens de Breaking Bad et de Wire, et statistiquement, ils connaissent peut-être les deux, tu vois, mais statistiquement, ils ont ils ont plus vu Breaking Bad. Et c'est quand même, je trouve que c'était pas gagné d'être une aussi grande série, aussi populaire, autant cartonnée, quoi. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui sont un peu, mis sur le côté par le début de Breaking Bad, parce qu'ils comprennent pas ce que c'est. Ah, mais c'est pour ça la série n'a pas eu de succès au début. C'est une série qui a eu son succès à la fin, quoi. Presque à la fin. Quand ça s'est clôturé, les gens qui avaient suivi, ils ont tellement adoré qu'ils ont dit à tout le monde, à tous les autres, mais regardez. Et moi, je sais que j'ai lutté à convaincre des gens de regarder parce que effectivement la première saison elle n'est pas moi j'ai adoré dès le début, mais la première saison elle est vraiment trop bien, mais elle est meilleure quand tu connais la série, c'est-à-dire que lorsque tu regardes le premier épisode et la première saison, moi j'ai regardé Breaking Bad, j'ai accroché à l'épisode de Tuco, c'est le premier épisode avec Tuco où il jette le mercure ou je sais pas quoi, ça c'est le 4 ou 5 de la saison 1 de la saison 1, parce que la saison 1 il n'y en a que 6, quoi. Et c'est ça que j'ai accroché, j'ai compris quelle est la série, tu vois, cette montée crescendo
crescendo de cet homme-là. Mais en vrai, quand tu regardes la série, après une deuxième fois, ou troisième, ou quatrième, ou cinquième, quand tu la revois, en fait, c'est mortel dès le début, quoi. Parce que c'est qu'au début, quand t'es un peu perdu, et je pense que moi, j'ai vécu un peu la même chose avec Better Call Saul, où je me suis dit, c'est bien, mais les deux premières, surtout la première, j'avais du mal à être dedans, tu vois. J'avais du mal à m'accrocher. Ça commence doucement. C'est vrai que c'est très doucement, et tu sais pas de quoi ça parle pour l'instant. Oui, c'est vrai. Mais je pense que si je la revois aujourd'hui, je pense que c'est vraiment excellent aussi. En fait, c'est ça, c'est que Breaking Bad, moi je me rappelle, il y a des gens qui me disaient ouais, d'accord, bon, c'est un mec qui a le cancer, qui deal de la drogue pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Et les gens se disent, je vais mater 5 saisons de ça, là, le mec et c'est vrai que c'est très très glauque, ça démarre sur du très très glauque, avec en plus le mec qui fond dans la baignoire, là, le truc horrible. Ouais, épisode 2 ou 3, ça va. C'est horrible, et à chaque fois je leur dis, fais confiance, fais-moi confiance, pousse le truc, tu vas voir, ça va. C'est beaucoup plus intéressant que ce que tu penses, et ça va très très je pense très que loin. ça aide pas le fait que la série, si tu te rappelles du premier plan, c'est la caméra qui sort du flingue de Walt. Ouais, et on le voit en slip. On le voit en slip, et tu dis, ok, c'est une série d'action d'un gars de. Je sais pas, il a quel âge, 50 ans à ce 50 moment-là. d'années. Ouais, parce qu'il fait son anniversaire à un moment avec du bacon, et il écrit son âge où il a 52 ans, je crois. Tout à fait. Et c'est vrai que tu dis, ok, c'est une série d'action, après il n'y a plus jamais d'action jusqu'à X moment dans la saison, donc c'est assez particulier. Mais oui, ça fait partie de ces séries qui méritent vraiment le fait d'être ultra populaire et ultra qualitative, parce que oui, ça se compte sur d'une main les séries qui sont meilleures. Je n'ai pas vu de meilleure série depuis Breaking Bad. Il y avait Game of Thrones qui était un peu dans la compétition à un moment donné, mais la fin et le final étaient tellement décevants. Moi je maintiens que c'était pas horrible, mais oui, c'était décevant, je suis d'accord. C'était un peu décevant. Et puis même moi personnellement, je considère pas Game of Thrones comme une série parfaite. Je trouve qu'il y a vraiment des hauts et des bas dans la série. Là où jusqu'à la 4, Game of Thrones c'est très solide, et après c'est vrai que ça devient inégal. Moi je trouve que ça a toujours plus ou moins été inégal, même ça reste très bien, mais là où Breaking Bad, ça n'a été que qualitatif de saison en saison. Et à chaque fois, crescendo, je suis d'accord. En termes de qualité. C'est marrant que ce soit crescendo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent à être crescendo. Oui, c'est plutôt l'inverse. Et je sais pas. C'est pour ça qu'il faut se méfier des séries qui démarrent sur les chapeaux de roue. Tu dis, oh là là, c'est mortel. Et après, souvent, deuxième saison. Plus d'idées, plus rien. Voilà, ça. Et je sais pas si tu regardais la série à ce moment-là, mais moi, je me rappelle, j'ai commencé saison 2 ou 3, je sais plus exactement. J'ai commencé, je me rappelle, moi j'attendais le cliffhanger où Jesse tue un personnage très précis. La saison se finit sur ça. Je sais plus si c'est la saison 2 ou 3, mais j'ai commencé à partir de cette saison. Et en gros, le cliffhanger de Hank sur les toilettes, je sais pas si tu regardais à ce moment-là, mais en gros, moi j'ai regardé l'épisode, hyper content, et je me dis, la semaine prochaine, trop bien, tu vois. Et en fait, t'attends un an. Et moi, j'ai halluciné, je me dis, putain, c'est trop cool, j'attends la semaine prochaine, et je vois, mais il est où l'épisode, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois, pause d'1 an. Je fais non. Et c'était genre l'un des pires cliffhangers que j'ai vu de ma vie, quoi. Ça m'a terrassé, quoi. C'était horrible. Mais oui, non, mais franchement, tout le monde connaît, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. Clairement, non, j'ai pas vu beaucoup mieux. J'avais adoré la première saison de True Detective, par exemple, un peu à l'époque aussi. Et non, après, je suis pas trop série, j'avoue. Je regarde pas beaucoup de séries. Et puis, voilà. Et après, la série que j'ai le plus aimée, c'était Better Call Saul, parce qu'on est dans le même univers. Et puis c'est excellent, quoi. Et c'était excellent. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? Non, tu vois, c'est déjà bien. Ouais. Et est-ce que peut-être pour finir de cette année, pour l'instant, tes films, top. Mes films, top et flop. Allez, quelques-uns. Top et flop. Allez, trois de chaque. Alors, il y aurait... Déception, ça peut être. Ouais, non, moi j'ai adoré Dune 2. J'ai adoré Furiosa. J'ai beaucoup aimé Horizon de Kevin Costner. T'as accroché toi Horizon? J'ai accroché, même si je suis conscient que c'est un film problématique, très compliqué à juger, parce que c'est un film pas terminé. Enfin, je veux dire, ce n'est que le début d'une œuvre de 4 films. Donc, c'est difficile de le juger, mais j'ai quand même j'ai aimé l'immersion que le film me proposait. J'ai été quand même assez investi dans le destin des personnages, donc je suis vraiment curieux de voir la suite, et j'ai trouvé vraiment le film très très beau à regarder. Emilia Pérez. Emilia Pérez. J'ai pas tant accroché que ça. J'ai beaucoup aimé. Pourtant, je suis pas du tout comédie musicale, mais là, t'aimes bien Audiard d'habitude? J'aime bien Audiard, mais ça dépend. C'est vrai, c'est très variable. J'avais pas aimé son film avec Joaquin Phoenix, les frères Sisters. J'avais pas trop aimé. J'avais aimé Dipan, j'avais aimé Un Prophète, je sais plus, lequel autre. Rouillé d'os. De Rouillé d'os, j'avais pas trop aimé. Donc c'est assez variable, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Ok. Et qu'est-ce qui...
Sinon, bah, j'ai pas aimé Trap. Ouais, t'as pas du tout aimé Trap, c'est vrai. J'ai pas aimé, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai aimé Josh Hartnett, j'ai vraiment été content de le voir. Ouais, très bon. Dans ce rôle, je l'ai trouvé bien. Mais sinon, j'ai fait une critique sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. Et j'ai pas aimé Alien Romulus, voilà. T'as pas aimé ou t'as été déçu? J'ai pas été déçu parce que j'en attendais rien. Et je savais que ça allait être ce que je pensais. T'as quand même trouvé ça mauvais ou juste tu vas pas t'en rappeler quoi? Tu vas pas acheter le Steelbook 4K? Non, je ne vais pas le revoir. Ben non, ça sert à rien parce que je préfère revoir les vrais films dont le film s'inspire. Plutôt que de voir une copie. Je crois que tu en as parlé dans ta vidéo avec Merej, mais je crois qu'on a tous relevé le seul moment un peu différent et intéressant, c'est quand l'alien rattrape Rain. C'est le seul moment où il y a un truc un peu surprenant dans le film par rapport aux autres films. Quand elle tombe dans la cage d'ascenseur. Et je crois que tu en parlais, ou je sais plus toi ou Merej, mais qui en parlait, mais en fait c'était intéressant juste parce que c'est juste quelque chose qu'on n'a jamais vu, puis c'est surprenant dans le contexte dans lequel c'est, et je me suis rendu compte que si je suis impressionné par ça, il y a un souci quoi. Mais voilà, c'est ça. Mais il y avait cette scène où tu sais, il y a les giclées d'acide avec la gravité zéro. C'est mal utilisé, je trouve. C'est pas exploité en fait. C'est pas vraiment exploité, c'est dommage parce que ça aurait pu être, parce que là pour le coup c'était un truc qu'on n'avait jamais vraiment vu, l'acide, le sang des aliens, mais mis en scène comme ça dans un truc de gravité zéro. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, comme les facehuggers qui sont aveugles et qui par rapport à la chaleur, mais c'était à la limite du grotesque cette scène, c'est à la limite du ridicule. Non, vraiment mais en même temps j'en attendais rien et il s'est rien passé. Non, moi j'ai aimé Le Comte de Monte Cristo. J'ai trouvé que c'était franchement un très bon film. Non, moi j'ai trouvé que c'est un très bon film français. Ouais, mais très bon film français ou très bon film? Non, enfin très bon. Non, moi je considère que c'est un très bon film tout court. Donc parce qu'il y a plein de gens je trouve, qui l'aiment beaucoup plus parce que c'est français. Tu vois ce que je veux dire? Disons que ça fait quand même plaisir de voir un film avec une telle ambition et quand même assez réussi quand tu sors des deux films Trois Mousquetaires, moi que j'ai trouvé soporifique et mal fait, mal joué, très théâtral et tout. Enfin, j'ai vraiment pas accroché. Il y avait cette mode, il y a toujours cette mode avec les Trois Mousquetaires, il y avait le truc avec Cassel aussi, l'empereur de Paris, où il tentait de faire des grandes épopées. Et c'est pour ça, pour une fois. Cristo, c'est réussi. C'est le top du top, quoi. Je veux dire, c'est bien joué, c'est bien adapté, parce que va adapter Le Comte de Monte Cristo en film. En film de 3 heures, Alors, ils ne réussissent pas absolument tout, et puis ils n'intègrent pas tout ce qu'il y avait dans le roman, il faut faire des choix. C'est pas grave, mais je trouve que c'est intelligemment adapté pour un film de 3 heures. Ils ont bien fait d'en faire un seul film et pas 2 films comme Les Trois Mousquetaires. Pierre Ninet, je le trouve excellent. Tous les acteurs, je les trouve bons. La musique est bien, c'est bien filmé. Il y a juste, entre parenthèses, la scène d'action finale qui est... Moi j'ai un peu du mal avec les séquences en drone aussi qui m'ont pas mal fait sortir. Tu sens que c'est du drone, ça j'avoue. Bon. Mais ça, franchement, j'ai pas envie de bouder. Non, c'est bien. Non, mais franchement, parce que le travail est là et le résultat est là aussi. C'est bien raconté et pour tous ceux qui connaissent pas l'histoire du Comte de Monte Cristo, franchement le film est très efficace pour ça et donc. C'est une belle compile, même si il lâche plein de trucs quoi. Des attentes particulières que ce soit cette année ou l'année prochaine, quel film t'attends vraiment là? Allez, un ou deux films où tu dis je suis très curieux de ce qu'il va faire, ou le prochain film d'un réal ou d'un truc. J'attends pas Gladiator 2. Ah non, ok, d'accord. J'attends pas Gladiator 2. Non, je sais pas, donne-moi des noms, tiens, donne-moi des titres. Non, en fin d'année Gladiator 2, mais ça peut être l'année prochaine, tu vois. Il y a plein de trucs qui sortent. Il y a le Bon Django qui sort l'année prochaine. T'avais aimé Avatar 2, toi? Je sais plus. Ouais, ça va. Tu vois, il y a le 3e qui sort. Je sais que t'attends Jurassic World Rebirth énormément. Complètement, totalement. Je sais que t'attends les prochains Marvel, les 4 Fantastiques. Non, mais le Bon Django, on en parlait tout à l'heure, mais moi il me chauffe bien. Mais si t'as rien qui vient en tête, c'est pas grave. Non, mais là j'arrive pas à me rappeler de ce qui doit sortir. Ou même là, bientôt, là, non, attends. Si, je suis très curieux. Mais ça, c'est vraiment que de la curiosité parce que j'en attends pas grand chose au vu des retours qu'on a eu. Le Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Il sera déjà sorti, je pense qu'on fait cette vidéo. Je suis très curieux de le découvrir, même si je sais que c'est un film très problématique. Ils vont faire le coup du théâtre dans la salle avec ça on m'en a parlé. Je sais pas. On sait pas. Je sais pas. T'imagines. Mais ça va être intéressant.
c'est clair et net. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça m'intrigue. C'est un film qui m'intrigue. Ouais, voilà, je veux voir ce film. Et t'aimes pas le cinéma de, je pensais à Nosferatu de Robert Eggers, c'était pas trop fan? J'aime pas trop ce cinéaste. Okay. Non, j'aime pas trop ce cinéaste. Okay. Là, pour le coup, là, tu vois, c'est le genre de cinéaste que je trouve un peu limite surcoté, quoi. Mais bon. Ok. Ouais. Tu préfères lui ou Ari Aster? Je préfère Ari Aster. Ok. Je préfère Ari Aster. T'as aimé Boys of Fred ou c'est plus? T'en avais parlé en vidéo, je crois. Ouais, j'avais fait la critique. J'ai beaucoup aimé la première heure du film. Et après, c'est la catastrophe. Et après, je me suis fait chier comme un rat mort. On arrête sur ça. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ce genre de concept vous a plu avec à chaque fois j'espère de nouveaux invités, de nouvelles découvertes ou discussions autour du cinéma. Et abonnez-vous à la chaîne de David, il fait régulièrement des vidéos, des lives et tout, donc allez vous abonner. Abonnez-vous, The Film Talker, voilà. Abonnez-vous. Tout sera dispo, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous. Ma chaîne a été piratée il y a peu de temps, donc j'ai perdu plein d'abonnés. Ouais, voilà, il faut allez-y, soutenez ma chaîne. Voilà, exactement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à tous mes réseaux, à nos réseaux, et pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça l'aide beaucoup. On se dit à la prochaine fois et salut à tous. Ciao.